Bonjour tout le monde et bienvenue à Balado Ludique, un podcast entièrement dédié aux jeux, plus particulièrement aux jeux de table et aux jeux de société. Aujourd'hui, saison 3, épisode 7. Le mythique épisode 7 disparu. Et oui, nous le réenregistrons. Take two! À nouveau. Je suis Simon et comme à l'habitude, je suis en compagnie du grand chef des jeux, Monsieur Jean-François Chrétien. Salut Simon! Salut JF, comment il y a autant de bruit là? Qu'est-ce qui se passe? Eh ben parce que vous vous rappelez peut-être du dernier épisode sur Joliette, ben on est encore là, ben oui, Oh une oui. semaine après on est encore là à Joliette. C'était une semaine de jeu frénétique. Magnifique! Frénétique semaine de jeu. On a joué quoi à 92 jeux, je crois, depuis jeudi dernier. Ouais, en moyenne de 10 jeux par jour. Ouais, donc c'est quand même assez actif. Mais oui, c'est ça, on est en direct, en direct, pas vraiment, mais on est aux 12 heures ludiques, aux deuxième édition, la plus grosse et la plus courue convention de jeux à Joliette et dans l'Anneau Diable, bien entendu, parce que je suis pas sûr qu'il y en a beaucoup d'autres à Joliette. Mais super bel événement, on a parlé beaucoup dans l'épisode précédent, donc on va juste vous laisser apprécier l'ambiance sonore pendant cet épisode. Ben oui, absolument, parce qu'aujourd'hui on a un épisode sur les jeux narratifs. Les jeux narratifs, les jeux d'histoire, les jeux de storytelling, les jeux de escape room peut-être. Ben ça se peut. Mais c'est tellement peu narratif. Alors, on va en parler beaucoup des jeux narratifs aujourd'hui. C'était l'épisode 7, bien entendu, l'épisode qui a malheureusement lamentablement chié. Pour dire ça poliment. Un par saison, à peu près. Un par la saison, moyenne. c'est notre moyenne. Mais bon, c'est toujours triste, mais en même temps, c'est une belle occasion, je pense, de reprendre cet épisode et de le rendre encore meilleur. Ben oui, absolument. Mais il va toujours être mieux celui qu'on aura perdu malgré tout. Je sais. Meilleur épisode de la saison, encore une fois, scrap. Fuck! Ok, ben JF, Yes. sans plus attendre, on va se lancer un peu dans quelques petites actualités. Est-ce que tu aurais quelque chose qui aurait été fait de ton côté? Ben j'ai joué à beaucoup de jeux, évidemment, mais je pourrais pas vous en parler de tous. Alors j'ai choisi un jeu je pense qu'il fait bien dans la thématique de notre épisode d'aujourd'hui. C'est Arkham Horror, le card game. Donc, ce jeu dans l'univers de Arkham Horror, de Cthulhu, jeu coopératif dans lequel nous allons investiguer des lieux là, dans le but de réaliser l'objectif qui est souvent de tuer le monstre final. Mais en réalité, c'est vraiment un jeu narratif dans lequel on va évoluer dans une histoire, on va découvrir des nouveaux lieux et on va essayer de remplir l'objectif. Il y a plusieurs missions. C'est un LCG ce jeu, c'est-à-dire que une fois que tu as fini la campagne, tu as des extensions que tu peux acheter pour continuer tes campagnes. Donc je trouve que c'est un jeu qui est bien réalisé. C'est évidemment un jeu que j'ai acheté en français sous conseil de beaucoup de gens parce qu'on sait que les jeux de Arkham Horror généralement sont assez lourds au niveau des règles, malgré qu'on est dans un jeu de cartes qui est beaucoup devrait être un peu plus simple que le jeu de société, ce qui est en effet le cas, mais ça reste malgré tout assez lourd là, au niveau des règles. Donc c'est fun de pouvoir là, les avoir en français, que ce soit un petit peu plus clair. Et aussi, vu que c'est un jeu de narratif où on va évoluer dans une histoire, c'est le fun aussi d'avoir cette histoire-là en français. Donc je pense que ça contribue beaucoup. Moi, d'habitude, j'ai pas de problème à acheter un jeu en anglais, mais certains jeux, là, surtout quand il implique beaucoup de narration, c'est toujours un petit peu plus fun, toujours un peu plus immersif aussi, je trouve, de l'avoir dans sa langue natale. Donc, ça, c'est le jeu que j'ai joué récemment, Arkham Horror, The Card Game. Ah, absolument. En fait, je comprends. C'est important d'avoir ça dans sa langue maternelle parce que moi, d'ailleurs, j'ai brûlé ma copie de Arkham Horror. On se fait un petit feu avec ça. Il commence à faire un peu plus frais. Superbe, Alors que tu as perdu un peu de mental en faisant ça, en regardant ta copie brûlée. J'ai pris 3 cartes de folie et mon portefeuille en a pris un coup. Mais chacun ses goûts dans la vie. Toi, t'as-tu joué à des jeux? Oui, absolument. Et j'aimerais déjà commencer à parler des jeux narratifs. Toi, tu m'as parlé d'un jeu narratif. Arkham Horror de Card Game, bien entendu, je mets des gros guillemets autour de narratif. Quand t'as 4 cartes remplies de texte dont tu te calisses, oups, ça fait pas nécessairement de ce jeu un jeu narratif.
De mon côté, j'ai joué à... et en fait, c'est toi qui m'a présenté le jeu que j'ai joué. Ça faisait longtemps que j'attendais de le jouer. Ouais. C'était une belle soirée. On était entre amis et t'avais amené un jeu qui s'appelle Medina. Ouh, enfin! Ça faisait tellement longtemps que j'attendais ce moment. Medina, un jeu de construction de ville, un jeu magnifique. Toutes les pièces sont en bois. Un jeu très simple, somme toute, mais avec une belle profondeur, hein, comme on peut s'y attendre de ce genre de jeu-là. Et je suis pas prêt à dire que c'est le jeu de ville dont j'attendais la révélation et dont j'ai attendu toute ma vie. Par contre, ça l'a vraiment satisfait une certaine portion de moi. Ah ouais, hein? Tu sais, il y a vraiment un aspect de tu crées ta ville, tu sens qu'elle évolue et j'ai l'impression que si je jouais à une autre partie, la ville serait aussi complètement différente. Ouais. Donc, il y a vraiment quelque chose là d'assez intéressant. Là. Ouais, c'est clair. Ben, c'est sûr qu'il y a aussi le matériel qui contribue pour beaucoup dans le jeu. Hein. En fait, nos pièces, c'est tous des bouts de bois qui vont vraiment contribuer à la ville. Donc, des tours, des murs. On a même des paysans, là, en gros, qui vont représenter la rue commerciale de notre ville. Très Donc, il y a cool. beaucoup d'aspects qui nous fait penser à la ville. Et pourtant, les règles sont pas si compliquées. Hein. Ça reste très simple au niveau Très des simple. règles, des systèmes de points où, ben, si tu as un palais de 3, ben, tu fais 3 points. Tu sais, c'est comme... très, très straightforward, mais les petites règles, autant ils sont simples en soi, mais ils créent vraiment une belle dynamique de ville. Tu sens les routes se construire, tu sens vraiment les rues qui deviennent plus populaires d'une certaine façon. Donc, ben ouais, j'étais content que tu puisses l'essayer finalement, parce que c'est un jeu que j'avais mis très élevé sur notre... Liste des jeux de ville. Oui, exact, dans notre épisode des jeux de ville, parce que je trouve que sans être le jeu, bon, parfait peut-être, c'est pas nécessairement le jeu pour gros gamers, ça a presque un feeling de stratégie abstrait à un certain point, hein? Oh, Donc, ouais. très épuré, mais reste que c'est le feeling qu'on voit et à quel point la ville croît durant la partie, c'est-à-dire qu'au début il n'y a rien, puis à la fin le plateau est bondé, puis c'est serré, puis t'as essayé de continuer à construire, mais c'est plus possible. Ouais, et vraiment, je sens que l'histoire de la ville, la ville a vraiment une histoire là-dedans. Donc, tu sais, un jeu assez narratif quand même. Non. Il y a vraiment comme... Tu sens que ça évolue, qu'il y a des choses qui se passent, qu'il y a des moments marquants dans la ville. Pratiquement écrire une histoire sur notre partie, en fait. Pas parce que tu peux écrire une histoire que ça devient un jeu narratif. Ben ça, c'est qu'est-ce qu'on aura la chance de reparler un peu plus tard. Qu'est-ce qui fait un jeu narratif? Qu'est-ce qui fait un jeu narratif, en fait? Hein? Ça, c'est une grosse question. Mais on aura la chance d'y revenir. J'imagine que tu as joué à d'autres jeux entre-temps? Ben écoute, je vais te remettre l'appareil, c'est un jeu que tu m'as fait jouer, mais que j'avais déjà joué, qu'on avait déjà joué ensemble. Oui, il y avait Et longtemps. Il y a longtemps, c'était un plaisir de redécouvrir ce jeu, et c'est le jeu Northwest Passage, Expédition Northwest Passage. Oh, Yves Tourigny, notre Yes. chouchou, notre Chouchou. favori, Yves Tourigny. Exactement, donc le jeu Northwest Passage, un jeu dans lequel notre but ça va être de découvrir le passage du Nord-Ouest en Arctique. Ça se passe, je sais pas dans quelles années, là, j'ai un petit blanc, là. 1800 quelque chose, si je me souviens bien, et on est à la recherche du Northwest Passage, bien entendu au nord de l'Amérique. Mais aussi, il y a une expédition qui s'est échouée entre-temps, Ouais. donc on veut aller en même temps sauver des gens qui se seraient échoués pendant cette expédition, ou du moins suivre la trace de cette expédition pour trouver le Northwest Passage. Oui, exactement. Donc, un jeu assez spécial parce qu'il inclut presque plusieurs mécaniques un peu bizarres. Pas bizarres, mais on dirait que ça fait un tout un peu spécial comme jeu. C'est un jeu de placement de tuiles où on va découvrir la carte au fur et à mesure. Mais c'est un jeu de collection de séries où on va accumuler des symboles, des jetons pour faire des points. Mais c'est aussi un jeu où autant on a un bateau, là, un gros bateau qui se promène dans les glaces, mais autant on peut sortir du bateau et aller sur la glace et En traîneau à chien. et parcourir l'Antarctique en traîneau à chien dans le but. Et l'autre truc en fait particulier, c'est que c'est un peu une course, c'est-à-dire que ton but c'est d'aller d'un côté du plateau et de revenir de l'autre Ouais, côté d'aller du plateau. découvrir le Nord-Ouest, mais aussi de revenir au Groenland Exactement, avant la fin de la et partie. même tu as des points négatifs là, si tu réussis pas à revenir. Absolument. Donc, un jeu un peu éclectique avec plein d'affaires spéciales, mais qui fait un jeu assez intéressant. Oui, ben Yves Tourigny, pour moi, c'est réellement un auteur unique. En fait, il est souvent hors tendance. Ces jeux, des fois, peut-être, ça, c'est un jeu 2010, si je me trompe pas. Hein. C'est assez fou comment les mécaniques étaient poussées, comment le jeu était complètement dans un autre monde, en fait, là, déjà à cette époque-là. Et c'est un système de placement de tuiles, comme on en a vu dans tellement de jeux.
Mais dans ce jeu-là, le système est tellement unique et tellement bien fait. C'est dans les plus beaux systèmes de création de cartes, en fait. Tu crées vraiment une carte de glace et d'eau. Et ça, la façon dont ça se crée, c'est tellement organique, en fait. Magnifique. Jeu, encore une fois, très narratif. Hein, on s'entend, il y a vraiment une histoire qui se fait dans ce jeu-là. Donc, tu vas secourir des gens, il faut que tu ailles explorer, il faut que tu reviennes. Et juste un mini détail qui me fait tellement capoter dans ce jeu-là. C'est un jeu d'exploration de tuiles et tout ça. C'est des îles, on s'entend, tu navigues entre des îles, on est au nord, probablement même pas du Canada, mais on est dans cette région-là, explorant les glaces. Et quand tu découvres la totalité d'une île, donc quand tu as circonscrit une île en la découvrant, tu prends un jeton cartographie. Et juste ça, c'est tellement bien fait, c'est tellement fou, c'est tellement comme... La thématique et la mécanique sont là pour créer une expérience vraiment unique, très narrative comme expérience, parce que tu as cartographié la map, donc tu prends un jeton cartographié, en tout cas. Génie, hein? Je pourrais délirer longtemps là-dessus, mais sérieusement, c'est peut-être un détail pour vous, mais pour moi, c'est vraiment trop bien intégré. Bon, ben c'est ça. Ça reste un jeu un peu dur d'approche, peut-être la première partie. Probablement que vous allez avoir de la misère. Peut-être la première partie. C'est un jeu qui est pas gentil, dans le sens que tu peux rater ta game. Complètement. Puis d'ailleurs, en fait, on jouait avec Fred Savard, hein, en fait, qui est maintenant notre nouvel ami. Ouais. Je sais pas si on a le droit de dire ça sur les ondes, mais bon, je me permets de le dire. Il s'est fait torcher complètement parce qu'il a raté sa game, mais pas parce qu'il était pas bon, vraiment juste parce que... C'est vraiment dur de savoir c'est quoi les bonnes choses à faire pour un game, tu sais. C'est comme un peu le sentiment quand tu joues à un gros jeu de stratégie que tu joues pas la première fois, t'es comme, il faudrait une deuxième game pour vraiment comprendre, ouais. Puis tu sais, pourtant, c'est pas un gros jeu de stratégie peut-être de cette ampleur-là, mais tu sens quand même que il faut une deuxième game là, pour mieux apprécier peut-être la partie, mieux savoir quoi faire aussi. C'est ça, c'est un gros jeu de stratégie, mais qui dure 1h15. Ouais, c'est ça. Fait que vraiment, félicitations encore une fois à ce jeu-là. De mon côté, je vais aller rapidement avec un jeu qu'on a souvent parlé, puis que ça faisait... Ça devait faire au moins 2 ans que j'avais pas joué. Le jeu Keyflower. JF, on a tellement joué ensemble à Keyflower. On allait chez vous en char les soirs de semaine. À 11h30 du soir, on arrivait chez vous. On se faisait 3 games de Keyflower, on partait. On faisait ça 2-3 fois par semaine à peu près. C'était la belle époque. La belle époque, exactement. Mais Keyflower, Richard Breeze, ça reste pour moi un des meilleurs jeux, en fait, tout simplement, toutes catégories confondues. C'est un jeu d'enchères, worker placement, ressources secrètes, développement de ville, développement d'engins. Il y a vraiment de tout dans ce jeu-là. C'est tellement complet, c'est tellement bien fait et c'est surtout tellement serré, en fait. C'est d'une tightness, excusez-moi l'expression, incroyable. Et ce jeu-là rentre aussi dans la tendance des jeux qui se faisaient à une certaine époque, que je sens moins maintenant, mais qui est le jeu. J'aimerais tellement que ce jeu dure un tour de plus. Ah ouais, hein? Au moment où tu sens que tu commences à développer, bang, c'est terminé. Donc, t'es mieux de te dépêcher à bien jouer ta partie. Super cool, on a joué à 6. C'est un jeu qui se joue jusqu'à 6. À 6, ça te fait des parties assez épiques. T'es autour du 3 heures. Mais ô combien plaisant et excitant. Et le système d'enchères totalement unique. Le système d'enchères est très Donc, fun. Keyflower, vraiment... je serais pas prêt à dire que c'est un jeu narratif. Mais c'est pas ça le but, hein. On n'est pas là vraiment pour juste plugger des... non, mais on est là pour parler. Ça me surprend quand même. Je pourrais très bien dire qu'il est narratif, mais j'ai appris de notre discussion sur le premier épisode 7. Je suis prêt. Ouais, je sais que tu as développé ta liste d'arguments, tu as ta feuille avec toi. La première fois, tu étais comme, ok, tu veux parler de jeu narratif, tu n'étais pas au courant, mais là, tu es comme au courant, tu sais. Donc, c'est ça, Keyflower, très cool. Très cool, ouais. Jeff, y avait-tu un autre jeu toi, que tu voulais parler ou pas, maintenant, pas nécessairement? C'est sûr que là, on enregistre l'épisode 7 plus tard que prévu. On revient tout juste quand même du LAL, le lac à l'épaule ludique, organisé par le Randolph, la convention la plus courue et la plus nice du monde. On va pas beaucoup parler de jeux. En fait, on parlera pas vraiment de jeux du LAL, peut-être certains un peu plus tard, mais on aura la chance de revenir là-dessus, puis vraiment de vous donner nos impressions sur les jeux qu'on a joués pendant cette fin de semaine-là, vous dire les hits or miss. Mais en gros, ce qui a retenu mon attention à moi, c'est que 95% des jeux semblaient excellents.
Ouais. Tu sais, il n'y avait pas nécessairement de gros highlights que tout le monde était comme, faut absolument que tu joues à ça, mais tous les jeux étaient bons. Ouais, j'ai pas eu beaucoup de déceptions, là, je te dirais. Puis même, mettons, j'ai eu des jeux que je m'attendais plus puis qui n'ont pas atteint ces attentes-là, mais que j'ai pas nécessairement trouvé mauvais pour autant, tu sais. Juste peut-être pas aussi bon que ce que j'aurais aimé. Peut-être un peu déçu, mais malgré tout, ça restait des bons jeux. Fait tu sais, pas de gros flops, là. Mais on les a pas tous essayés aussi. Non, dire, c'est hein. ça, mais tu sais, des gens qui parlaient aussi, pis tout ça, il n'y avait pas nécessairement cet échec-là. Malheureusement, par contre, un jeu que j'aimerais juste parler maintenant, parce que c'est quelque chose qu'on a hypé quand même avec le temps, puis peut-être des gens voudraient aller l'acheter vraiment vite en pensant que c'est un chef-d'œuvre et que c'est la nouvelle addition ultime pour leur collection. Et je dois vous mettre en garde, Malheureusement, Hunk Game, Première déception. notre compagnie ultime, notre référence en matière de jeux japonais minimalistes. Ouais. Qu'avez-vous fait? Qu'avez-vous fait en game? Deception. Alors, ils nous ont sorti le jeu Moneybag, qui est un espèce de jeu de pirate où tu mets de l'argent dans un sac, les gens ont chacun de l'argent dans leur sac, tu sais pas trop combien il y en a, les gens veulent se voler de l'argent et tout ça. Sur papier, ça a l'air correct, en fait. Déjà, j'avais senti un peu que ça pourrait être assez mauvais, mais ça a l'air pas si pire. Et on a fait une partie. Malheureusement, il n'y a pas de jeu là. Il n'y a pas de jeu là, il n'y a pas d'excitation. C'est un jeu aussi qui est basé sur un matériel. Donc, tu as des sacs en genre de jute avec des belles pièces de monnaie dedans. Et il faut que tu compares. Toi, tu as 23 pièces, moi j'en ai 21. Faut qu'on les compare pour savoir qui en a le plus. Fait que eux, ils ont dit, OK, c'est ben trop long à compter. Ils ont été quand même futés. Comment ça marche? C'est que tu empiles les pièces une par-dessus l'autre, puis tu compares les piles. Okay. Mais les pièces sont pas parfaitement droites, donc tiennent pas bien, sont très glissantes. Fait que tu peux pas faire une pile de 21 pièces, ça va tomber, c'est sûr. Fait que tu sais, pour un jeu qui est comme basé sur le tactile, sur le matériel, ça rate un peu la marque, malheureusement. Peut-être que ça va marcher avec certains groupes, mais sérieusement, achetez pas ça. Ça vaut pas la peine. On Game, c'est pratiquement une valeur sûre. Faites juste attention à ce money bag. C'est ça. Donc, je pense que ça fait pas mal le tour. On va peut-être y aller avec un petit segment Ludo-Sophie. Magnifique. Ludo-Sophie. L'homme est la mesure de toute chose. L'homme est un animal métaphysique. On peut en savoir plus sur quelqu'un en 1 heure de jeu qu'en 1 année de conversation. Élevez votre esprit pour un moment de Ludo-Sophie. Comme vous savez, Ludo-Sophie, on va parler d'articles qui sont écrits pour le moment, par Ignacy Trzewiczek, cet auteur polonais absolument fantastique, qui a écrit un livre qui s'appelle, 2 livres en fait, qui s'appelle Board Game That Tells Story. Et on va pouvoir discuter sur un petit article de la philosophie ludique. Aujourd'hui, j'ai pris un article qui s'appelle The Race Begins. Et je dois dire que dans notre premier épisode 7, c'était vraiment totalement approprié de faire cet article-là. Mais maintenant, c'est pas totalement inapproprié, mais c'est un peu off. Un peu décalé. Un peu décalé. Alors, c'est un article qui parle de Essen, justement. Je vous rappelle que ce livre-là a été écrit en 2009. Donc, 2008, excusez-moi. Ça va un peu vous donner une idée aussi de comment l'industrie a évolué avec le temps. Article très court. L'année dernière, il y a 650 jeux qui ont été release à Essen. Une année avant, c'était 630. L'année d'avant, c'était 600. Vous comprenez? Donc, il y a eu une augmentation de plus en plus extrême. Et ça va vraiment commencer, la course va commencer au sujet des combats pour savoir quel éditeur, quel jeu va vendre le plus. Et ce qu'on a comme jeu en plus, c'est pas des petits jeux qui sortent, c'est des jeux comme Seven Wonders, Vinos, London, Dungeon Lord, Stronghold, Small World. Grosse année, c'est ça. Vous voyez, donc déjà il y a 10 ans, les jeux qui sortaient étaient très solides, très forts. Donc il faut imaginer maintenant en 2018 que la seule chose qui s'est passée, c'est que la quantité a triplé et les gros noms ont aussi triplé. Donc c'est assez extrême.
Qu'est-ce que et là l'article continue en disant qu'est-ce que ces gens vont faire pour aller mettre leurs mains dans le portefeuille des consommateurs? Qu'est-ce qu'ils vont faire pour séduire les joueurs? Un thème, un auteur réputé, un publisher, un éditeur réputé, des démos géants, des prototypes fantastiques, du marketing traditionnel, des flyers, des stickers, des cartes, des booths de plus en plus épiques, des booths avec des écrans, avec des jeux géants, avec des imprimés de 6 pieds de large, des pre-orders avec des rabais dessus, des cartes promo, du matériel promotionnel de tout genre, des casquettes, des t-shirts, blablabla, et bien entendu un peu de chance. Donc toutes ces compagnies-là vont essayer de mettre ça en place pour séduire les joueurs. La conclusion de ça, en fait, c'est que de tous les jeux qui sont sortis en 2010, des 650 jeux qui sont sortis en 2010, en 2011, combien il en reste maintenant? Combien il y en a qui sont dans le top 150, 200 de BGG? Moins de 10, moins de 20. Je vous les ai nommés, les jeux qui restent maintenant. Ça reste, c'est des grosses pointures, mais il y en a tellement qui ont été oubliés et tellement qui étaient bons même, aussi bons que ces jeux-là quand ils sont sortis. Ils ont juste raté la marque. Et l'article se termine en disant « C'est très brutal, c'est très cruel, c'est ça SN ». Oh là là! Il doit pas être bien ces années-ci. On voyait que là, on est rendu plus autour de comme 1800, presque 2000 jeux Ouais, qui c'est sortent ça, à il SN. capotait à 650. Là, Ouais, il doit puis capoter je suis solide. sûr que les boots de cette époque-là sont pas comparables aux boots qu'on a maintenant avec réellement des écrans puis des jeux surdimensionnés et tout ça. Absolument. Ouais, on avait eu une bonne discussion sur ça durant l'épisode 7, en fait, à ce sujet-là. Par contre, je dirais, qu'est-ce qui est arrivé, c'est qu'on a surtout repris cette discussion-là un peu où elle était avec PPPP, Pierre Poisson-Marquis et Thomas Dagenet-L'Espérance, le jeune prodige, lorsqu'on était en vadrouille, en bagnole. Donc, je pense qu'on n'a pas vraiment besoin de revenir sur tous ces détails-là. Ça reste que c'est un monde, on a l'impression souvent que le monde du jeu, c'est tout rose et c'est des gens qui sont là pour s'amuser, pour jouer, mais il y a aussi beaucoup d'argent derrière ça, des gens qui investissent beaucoup d'argent, il y a des tendances, il y a des marchés à aller chercher. Ça reste quand même que c'est un domaine qui prend beaucoup d'ampleur, qui devient de plus en plus gros. On était pendant plusieurs années au stade de plus indépendant, petite industrie, mais là, il y a des joueurs qui ont beaucoup d'argent. Il y a beaucoup de joueurs indépendants qui arrivent en ligne de mire. C'est féroce et on peut le voir juste en étant ici. Deuxième édition du 12 heures ludique de Joliette. C'est un événement très cool, on s'entend. C'est un événement d'à peu près 200... je ne veux pas trop m'avancer sur les chiffres parce que j'ai de la misère à estimer, mais autour de 200 personnes. Mais il y a énormément d'exposants et d'auteurs qui sont là pour pas vendre leurs produits, mais faire connaître leurs produits. Et c'est ça, hein, des salons par-dessus salons par-dessus salons. Tu parlais même d'ailleurs la dernière fois qu'il y a beaucoup de salons que le public n'a même pas conscience parce que c'est des salons de professionnels de l'industrie. Ouais, exact. Donc des éditeurs qui veulent rencontrer des distributeurs. Plein de niveaux différents de marketing qui est nécessaire pour qu'un jeu, avant même qu'il soit bon, populaire et qu'il marche dans le temps, juste qu'il puisse être rentable. Ouais, et d'avoir une vie plus ou moins longue sur le marché, en boutique, tout ça. Peut-être la petite note que j'ai ajoutée, c'est sûr que c'est dur de savoir qu'est-ce qui va rester comme jeu, comme 10 ans après, par rapport à tout ce qui est sorti dans l'année. C'est sûr que ça doit être encore de plus en plus difficile de se démarquer au point de rester. Mais je notais un petit point là, important, c'est que souvent les jeux, c'est beaucoup les boutiques qui drive si un jeu va rester en circulation ou pas. C'est-à-dire que les boutiques, c'est eux les spécialistes en fait du jeu et c'est eux qui vendent au public. Donc un jeu qui se vend bien, qui continue à bien se vendre, il va continuer à avoir une visibilité, il va continuer à être connu de ces vendeurs-là, il va continuer à être parlé, il va continuer à être vendu. Donc, on va continuer à faire des reprints. Les éditeurs vont voir le potentiel qui est encore plus grand. Donc, ils vont continuer à faire des reprints. Ce jeu va rester disponible. Tu sais, souvent, un jeu, s'il n'est plus là 10 ans après, c'est pas parce qu'il était pas bon, c'est juste qu'à un certain point, comme éditeur, il faut que tu choisisses de continuer à reprint le jeu ou arrêter la production. Mais en sachant que tu vas pas recommencer une production si
tu penses pas en vendre au moins 2000, 3000, tu sais, en le sens que même qu'en vendre juste 2000, ça vaut peut-être pas la peine de le réimprimer, ça vaut mieux se concentrer sur un nouveau produit plus frais, plus récent, où il y a plus de pubs faites dessus. Donc, c'est vraiment c'est vraiment dur de savoir et d'estimer. Même un excellent jeu pourrait disparaître après même pas 6 mois, alors que des moins bons jeux peuvent rester plus longtemps, mais c'est beaucoup gravé par le public, hein, les intéressés, les passionnés de jeux qui en achètent. Ben c'est eux qui dirigent un peu qu'est-ce qui reste, qu'est-ce qui va rester 10 ans après aussi. Là. Oui, ben ça t'amène un bon point là-dessus. On s'entend que les communautés, surtout comme mettons BGG, ou même en fait on est en ce moment au 12 heures ludique, qui est organisé par les gens de Jeux de Société Québec, qui est comme la grosse page Facebook, en fait la plus grosse page Facebook de joueurs au Québec. Et c'est ce genre de communauté-là qui va critiquer des jeux, qui vont mettre des photos des jeux auxquels ils jouent. Et qui vont encenser les bons jeux aussi, tu sais. Encenser les bons jeux. Et je pense qu'on est quand même chanceux à un certain point parce que j'ai une certaine confiance en la communauté des joueurs. Ouais. Ça veut dire que je me dis, mettons, là, cette année, j'ai pas suivi beaucoup les nouvelles sorties. OK, j'ai pas eu le temps, j'ai raté ça. Je le sais que la plupart des bons jeux vont quand même émerger à la surface. Ouais. Parce que les joueurs ont un esprit critique qui est intéressant. Les joueurs, c'est des gens scrupuleux. On n'est pas face aux... Et je veux pas offusquer personne. Là. On est deux anciens gars du monde du cinéma. On est un peu des élitistes du cinéma. Donc on est un peu des snobs du cinéma, si on peut dire ça. Et je ne fais aucunement confiance à la communauté des cinématographies, des cinématographes amateurs, en regardant les box-office. Je peux pas me dire à cause qu'un film c'est bien vendu que c'est un bon film. Mais dans le monde du jeu, il y a encore cet esprit, il y a encore les joueurs qui ont encore un certain désir de qualité qui fait qu'on sait que les jeux qui sont souvent les mieux cotés sont très bons. Est-ce que c'est les meilleurs jeux? Peut-être pas. Avec toute la vague de Kickstarter et des miniatures, on est en train un peu de dénaturer notre communauté. Je vous le dis bientôt, hein, les 100 premiers jeux sur BGG, ça va être des jeux de miniatures. Et on aura totalement perdu le contrôle. Mais bon, ça c'est pour une discussion future. Ouais, mais BGG c'est une communauté particulière, tu sais, au bout du compte. Si on regarde ce qui est apprécié dans l'année. D'ailleurs, tantôt, nous allons avoir le droit à une présentation de statistiques, parce que oui, ce groupe-là, ils font des statistiques. Et, Stats, QC, JSQC. Exactement, donc c'est un peu... J'ai dit stats, QC, mais c'est stats, JSQC. Ouais, statistiques faites par Pierre-Marc, qui est un membre de ce groupe Facebook-là, très actif, produit beaucoup de posts à chaque semaine pour demander aux gens qu'est-ce qu'ils ont joué, faire du beau visuel là, pour parler de des ça. beaux graphiques. Hey, juste peut-être une petite mention, on pourrait pas dire Pierre-Marc seul, parce que c'est Pierre-Marc, mais c'est aussi Jonathan. Donc c'est deux gars qui sont là-dedans. On veut les récompenser pour leur travail qu'ils font là-dessus, parce que c'est vraiment intéressant. Oui, exactement. Donc ils vont nous présenter tantôt, dans le fond, des statistiques de la communauté. En fait, les jeux qui ont été le plus joués, le plus d'heures accumulées sur les jeux. Et on va avoir le droit à des petits tops là, dans différentes catégories de jeux. Donc ça, c'est super le fun. Fait que ça, c'est le genre d'informations de communauté qui peut être pertinente à aller chercher justement pour mieux te renseigner. Parce qu'en effet, comme tu dis, les bons jeux, c'est comme ils sont un peu... Avec la quantité de jeux qui sortent, qui sont joués, il y a comme un filtre naturel qui se fait, puis les bons jeux restent en haut à la surface, puis les jeux qui peuvent être bons, mais peut-être un petit peu moins intéressants, bien, sont filtrés vers le bas. Donc, c'est une bonne façon aussi là, de s'informer sur quel jeu serait pertinent à jouer. C'est ça, exact. Là, mettons un exemple pour ça, pour les gens qui se disent « Ah, ces gars-là, ils délirent », je sais pas trop, mais on pense, mettons, à un jeu comme Terraforming Mars. Terraforming Mars, c'est quand même sorti il y a presque 3 ans maintenant. Et si quelqu'un, mettons, n'avait pas entendu parler de ce jeu-là, c'est sûr qu'il n'aurait entendu parler grâce à la communauté. Donc, t'es pas obligé de suivre scrupuleusement tout ce qui sort pour savoir c'est quoi le meilleur, mais juste de suivre la communauté, tu vas être capable de comprendre qu'est-ce qui en ressort. Oui, absolument. Magnifique. Ben, ça nous amène maintenant dans le sujet du jour. Hein. Ah ouais! Ben, j'avais-tu oublié quelque chose? Je pense qu'on est là. Je pense qu'on est là. Hein. Les jeux narratifs. Oh yeah! Bon, c'est une grosse question. Probablement au début, on avait commencé, le nom de notre épisode, c'était en anglais, c'était les jeux de storytelling.
On peut mettre beaucoup de choses là-dedans, mais il y a surtout beaucoup de choses qu'on ne peut pas mettre là-dedans. C'est un peu restrictif comme terme. Exactement. Fait que je trouvais que on a trouvé que les jeux narratifs, c'était une bonne façon de l'amener, mais encore là, tous les jeux racontent une histoire. Tous les jeux sont narratifs. Donc, qu'est-ce qui fait que certains jeux peuvent être appelés des jeux narratifs et d'autres jeux pas nécessairement? JF, je te laisse te lancer là-dessus. Je vais critiquer qu'est-ce que tu vas dire. Je pense qu'il y a 4 cartes avec du texte dessus, c'est assez, là, mais bon. En gros, les jeux narratifs, dans le fond, c'est... Quel gars! Il nivelle ça par le bas comme jamais. Ah ouais, ben vous avez écrit une petite description dans votre livre de règles. C'est narratif! C'est très très narratif, ça, je me sens dans l'histoire. Des jeux narratifs, ça peut être autant des jeux qui ont beaucoup de texte, donc qui a du texte, qui a quasiment un auteur là, qui a participé à la création du jeu pour créer une histoire derrière ça, ou ça peut être des jeux avec pratiquement aucune narration, mais qui racontent une histoire par ses mécaniques, par son développement, par l'évolution du jeu et par où nous mène le jeu. Évidemment, c'est dur de se limiter à ça. Comme tu dis, pas mal tous les jeux peuvent être narratifs, mais c'est sûr qu'on va inclure dans ça des jeux soit qui vont être narratifs par le jeu lui-même ou soit qui vont être narratifs par les joueurs. Donc le jeu va amener les joueurs à créer des histoires, donc à raconter des histoires, donc à être narratif d'une certaine façon. Et c'est un petit peu ça qu'on englobe dans le terme narratif. Ouais, ben je suis semi-d'accord là, avec toi, comme tu peux t'imaginer. La moitié du chemin de fait. Pour moi, j'ai essayé de voir le concept de jeu narratif. On sait, les thématiques ont toute une histoire. C'est sûr que le jeu, bon, il y a quelques jeux où elle est vraiment pas claire, mais même le jeu un peu le plus bidon, sa thématique va être basée autour d'une histoire. J'ai essayé un peu d'évacuer ça de ma réflexion. Moi, je voulais aller chercher des jeux dans lesquels l'histoire est une mécanique, pratiquement. Donc, l'histoire est pas tellement importante, mais c'est une mécanique dans le jeu et pas juste une partie de la thématique. C'était un peu comme ça que je le voyais. Après ça, est-ce que j'ai réussi à le faire pour chaque jeu que je vais mentionner? Je le sais pas. Voir si, pour moi, c'est ça qui est quand même important, c'est que l'histoire soit pas juste la thématique, mais au-delà de ça, qu'elle rentre à un certain point, parce que il y a aussi beaucoup de jeux que l'histoire n'a pas du tout rapport, mais que la façon dont le jeu est fait ça va être propice pour les joueurs de s'inventer une histoire. Et même, il y a des groupes de joueurs, il y a des gens avec qui je joue, à chaque fois qu'on joue, on va s'inventer une histoire. OK, peut-être que Medina, c'est pas le jeu le plus narratif, mais moi, j'avais vraiment l'impression qu'il y avait une histoire, puis que la ville avait une histoire et tout ça. Donc, c'est pour ça que des fois, c'est une limite qui est un peu discutable. On va essayer de parler un peu de cette limite-là en fonction des jeux qu'on va nommer. Dans le fond, le concept, c'est assez simple. JF parle d'un jeu, moi, je vous dis qu'il n'est pas narratif. Et on va y aller comme ça là, pendant quelques minutes. Ouais, c'est pas mal la formule là, adoptée ici. En tout cas, on reprend ce qu'on avait fait dans l'épisode 7, le vrai. Là, on va essayer de se rappeler qu'est-ce qu'on avait dit. OK. Ben écoute, je vais commencer peut-être avec le premier petit jeu qui s'appelle Dream On. Donc, le jeu de Dream On qui est sorti... Je vois que tu as changé l'ordre des jeux dans lesquels tu veux parler. Tu vas te faire backstabber. Alors, Dream On, un jeu qui est sorti en 2017 et je pense qu'il vient de sortir en français. Un jeu de rêve. Donc, c'est un jeu coopératif de mémoire. Pour adultes, donc c'est pas un jeu pour enfants, c'est un jeu de mémoire coopératif, ce qui est quand même très rare comme mécanique là, pour des jeux là, de party d'une certaine façon. Donc c'est un jeu dans lequel, à tour de rôle, nous allons placer une carte au centre de la table sur le paquet de cartes. Et quand je vais placer ma carte... Très belle carte, des beaux dessins. Ouais, exactement. Vraiment plusieurs types de dessins, de design, évidemment. Mais quand je vais placer ma carte, je vais commencer une histoire. Ensuite, le joueur à ma gauche va prendre une carte de sa main, va placer par-dessus ma carte et va continuer l'histoire et ainsi de suite. Donc, le but, c'est de créer une histoire, mais le réel but de créer une histoire, c'est de se rappeler des cartes. Parce qu'une fois qu'on va avoir joué nos cartes, on va prendre le paquet qui est au centre, on va le retourner. Et là, à tour de rôle, il faut qu'on nomme quelle était la carte, à quelle carte on est rendu. Donc, en se rappelant de l'histoire, normalement, on serait capable de se rappeler des dessins sur les cartes. Donc,
on crée une histoire, mais la création de l'histoire est vraiment dans le but de faire des aides mémoire pour la deuxième partie. Et c'est ça qui va déterminer là, notre niveau de victoire dans le jeu, en fait, à quel point on réussit à deviner le plus de cartes possible. Donc vraiment, vraiment particulier comme jeu. Pour un jeu de mémoire mécanique, je ne suis pas nécessairement très fan. En effet, c'est un jeu qui était absolument hilarant de voir par où ça part. Puis évidemment, ben, tu places des cartes, mais tu places une carte qui essaie de fitter avec l'histoire, mais ça marche pas tout le temps. Ça marche pas tout le temps. Tu es quand même restreint avec ce que tu as en main. Donc, superbe jeu, puis vraiment un bon petit party game là, pour moi. Là. Ouais, ben en fait, on a tendance à penser que les jeux narratifs, ça va être des jeux qui sont peut-être plus gros. Puis il y en a beaucoup dans notre liste quand même des jeux qui sont plus lourds en histoire. Ça reste un peu un typique des jeux américains. Ouais, hein, c'est ça, avec beaucoup de saveur. Mais on a beaucoup de jeux quand même qui sont des plus petits jeux. Puis je trouve que Dream On, qui est une nouveauté assez récente, est tellement intéressant parce qu'on parlait justement qu'est-ce qui fait que c'est un jeu narratif, blablabla. Mais ce jeu-là, il n'y a rien qui t'oblige à faire une histoire. Non, tu pourrais juste nommer la carte puis la mettre. Nommer la carte puis la mettre. Mais l'histoire arrive que c'est un truc mémotechnique pour la retenir et je trouve ça super intéressant. En plus, ça te fait travailler le cerveau, la mémoire, c'est quelque chose que les gens sont un peu réticents souvent à vouloir travailler. Mais quand tu l'amènes sous forme d'une histoire ludique, super cool. Et je pense que la forme coop aussi marche bien. Oui, parce que c'est comme... Je sais pas, on dirait qu'il y a quelque chose de plate de se confronter à la mémoire d'un autre joueur, dans le sens que d'avoir un jeu de confrontation de mémoire, on dirait que c'est plus tough ou c'est moins plaisant à jouer. On dirait que là, vu que c'est coop, c'est moins grave si tu t'en rappelles pas. T'sais, oui, tu fais perdre le groupe un peu, mais c'est vraiment drôle et ça fournit au plaisir en fait, du jeu. Là. Ouais, non, vraiment, très bon jeu à avoir là, dans son sac à dos. En plus, le temps des fêtes approche. C'est le genre de jeu, d'après moi, qui peut sortir beaucoup pendant le temps des fêtes. Absolument. OK, ben on va continuer avec... on est dans la veine des petits jeux, en fait. Je vais y aller avec un jeu dont on a souvent parlé à l'émission qui s'appelle Black Stories. Bien sûr. Black Stories, c'est quoi? C'est un jeu... un joueur va jouer le maître du jeu, va avoir une carte qui dit une situation dans laquelle habituellement quelqu'un est mort. Et les autres joueurs vont devoir poser des questions qui se répondent par oui ou non pour déterminer, en fait, pour découvrir l'histoire, pour savoir comment cette personne est morte. Et souvent, c'est des histoires abracadabrantes. C'était quelqu'un dans une montgolfière qui était déguisé en clown, puis il a jeté son linge parce qu'il voulait pogner d'altitude. Des affaires vraiment abracadabrantes. C'est un jeu où il faut deviner l'histoire. Hein, fait que c'est assez narratif. Il faut aller chercher assez loin, creuser. Et ce qui me fascine de ça, c'est que la plupart du temps, même si c'est long, les gens la trouvent, l'histoire. Ouais, hein. Et c'est des trucs que quand tu es le maître de jeu, dans le fond, toi, tu fais juste répondre aux questions par oui ou non. Tu lis c'est quoi la solution et t'es comme, c'est impossible qu'il le devine. Et finalement, les gens arrivent tout le temps à le deviner. Moi, ça me fascine, ce jeu-là. C'est un de mes jeux préférés de fin de soirée. Des fois, on s'assoit dans un divan puis on se fait 4-5 Black Stories. Ah ouais? J'adore ça, finir une soirée comme ça. En fait, je trouve ça très excitant. Cool. Bon choix. Je vais y aller, continuer dans la gamme des petits jeux. Je vais parler d'un jeu qui s'appelle Fun Employed. Donc, j'en ai comme, on en a peut-être 2 ou 3 à parler dans le même genre de jeu, en fait. C'est des jeux de party. Mais dans lesquels il faut qu'on vende... Des jeux d'improvisation, pratiquement. Ouais, exactement. Donc, dans Fun Employed, dans le fond, à tous les tours, il va y avoir un maître de jeu. Le maître de jeu va devoir engager quelqu'un à l'entour de la table. Et évidemment, il y a plusieurs professions. On va retourner une carte pour savoir c'est quoi la profession, mais ça peut être astronaute, pimp, docteur. Donc, ça peut être vraiment funky, là, on s'entend. Et tous les joueurs vont avoir des cartes en main. 5 cartes en main. Et la première phase, c'est qu'ils vont avoir des choix. Ils vont pouvoir échanger des cartes avec des cartes sur la table. Et ensuite, à tour de rôle, on va devoir, à l'aide des cartes en main, se vendre au maître de jeu et prouver pourquoi on est le meilleur pimp ou le meilleur astronaute. Donc, essayer d'amener des arguments utilisant nos cartes pour convaincre le maître de jeu qu'on est la meilleure personne pour faire cet emploi. Évidemment, sur nos cartes, il y a des mots-clés, mais on va avoir tendance à en mettre plus, pas à juste mettre nos cartes sur la table et dire ça. Il faut vraiment que faut que tu brodes autour. Faut que tu brodes autour, c'est ça. Ça, c'est vraiment les noyaux d'idées
qui te donne avec les cartes, puis ensuite, ben, tu utilises ces idées-là, puis tu fais un peu une histoire, puis tu racontes pourquoi cette carte-là, cet objet-là particulier t'aide dans le but à être engagé par le maître de jeu. C'est un jeu qui ressemble beaucoup à un autre jeu qui s'appelle Snake Oil. Qui est probablement le plus connu de ce genre-là. Ouais, là, exact, fait, sorti en 2010, reprend un peu le même principe, mais la différence, c'est qu'il va y avoir un acheteur. Un client. Un client, c'est ouais. ça, à chaque tour. Et le client, ben, ça peut être un Esquimau, ça peut être, N'importe quoi. Un vampire. un cowboy, tout ça. Et les autres joueurs vont avoir des cartes en main, ils vont créer un objet, donc à l'aide de 2 ou 3 cartes, je pense. Vont créer un produit, vont devoir décrire ce produit-là, en quoi ça aide ce client-là et en quoi c'est bon pour le client. Donc, on retrouve grosso modo le même type de mécanique. Là. C'est des jeux très similaires à des jeux comme Cards Against Humanity ou c'est du jeu, mais on ajoute à ça vraiment la dimension. Celle d'improvisation, de parler. Ben, en fait, un autre jeu qui me vient en tête sur ce thème-là, c'est I, Dark Overlord. C'est un jeu qui ressemble beaucoup, dans lequel on va jouer un minion et un des joueurs va jouer l'Overlord. Et dans le fond, on va essayer de convaincre l'Overlord que c'est pas nous qui avons fait la gaffe. Parce que là, il y a toujours une gaffe à chaque fois. Donc, qui a renversé le pot d'araignée. Je sais pas trop. C'est un truc comme de démon. Là, tout ça. Donc, toi, t'es un petit minion. Tu essaies de le convaincre que non, c'est pas moi qui a renversé ça. C'est lui, je l'ai vu. Il était là-bas. Il avait les mains pleines de rouge. Puis, donc, c'est un peu ce genre de choses-là. Des petits jeux d'improvisation qui sont assez intéressants. On peut continuer peut-être avec un dernier dans cette catégorie-là, qui est le jeu Joking Hazard. Ouais. Joking Hazard, donc, qui reprend vraiment l'idée de Cards Against Humanity, qui n'est pas vraiment un jeu, mais il y a une certaine forme de narration dans Cards Against Humanity, mais je trouve que dans Joking Hazard, tu vas créer une BD, en fait. Au lieu de créer juste une phrase drôle, dans le fond, tu crées une BD. Donc, tu as les 2 premières cases de la BD et tu vas compléter avec la 3e carte pour, dans le fond, compléter l'histoire. Ouais. Et je trouve que ce jeu-là fonctionne tellement bien, en fait. Surtout quand on parle de jeux narratifs, tu crées une bande dessinée. Des jeux où tu crées des bandes dessinées, probablement, j'en connais pas vraiment d'autres. Non, c'est vraiment bien fait. Et je trouve que ça marche vraiment bien. C'est très drôle, sans être aussi vulgaire peut-être que peut l'être, mettons quelque chose comme Cards Against Humanity. Ouais, mais ça peut l'être pas mal quand même. C'est assez vulgaire, mais comme c'est pas aussi... vu que c'est comme... C'est cute, hein, fait que t'as des petits bonhommes qui sont drôles, tu sais, puis super intéressant. J'adore ça, puis je trouve, vu que c'est un jeu de bande dessinée, en même temps d'être un jeu d'histoire, pour moi, ça marchait trop bien dans les jeux narratifs. Ouais, bon choix. Ben écoute, je vais quand même en profiter pour parler d'un jeu qu'on a joué. Oulal. Un jeu qu'on a parlé quand même à quelques reprises. C'était ton numéro 1 sur les jeux les plus attendus de Gen Con, je crois, l'année passée. Holding On! The Life of Billy Keir. Oh oui. Alors, ce fameux jeu coopératif dans lequel nous sommes des... Rory O'Connor, l'auteur des Rory Story Cube. Hein? Absolument. Alors, nous sommes des aides... soignants, exactement, dans lesquels Je pense qu'en fait, théoriquement, on est des infirmiers, infirmières. Ouais. Et dans le fond, notre but, ça va être de soigner Billy Keir, mais aussi d'essayer de le mettre assez en confiance pour qu'il nous révèle des parties de sa mémoire, de la mémoire un peu sombre peut-être, des moments joyeux et tout ça, mais juste pour qu'il puisse se délivrer de ces moments-là, pour qu'il puisse partir en paix. Donc, une prémisse assez intéressante, assez originale. Hein? Absolument. Ben moi, j'étais vraiment emballé par ça. Après Absolument. avoir lu les règles, j'en avais parlé un peu la dernière fois, j'étais un peu sceptique parce que au final, on réalise que ce n'est pas un jeu ultra éclaté, c'est en fait un jeu coopératif dans lequel il y a des vraies mécaniques de jeu. C'est pas un roleplay, on n'est pas là-dedans du tout, on est vraiment dans un jeu où il y a des mécaniques de jeu qui sont pas nécessairement révolutionnaires, mais je dois avouer quand même que j'ai adoré le jeu. C'est quand même le fun. On a joué 3 parties, parce que ça c'est un scénario, je pense qu'il y a 13 scénarios. Ouais, puis on a joué les 3 premières. Si on avait joué juste une partie, probablement qu'on n'aurait pas aimé ça. Ça aurait été un peu bof, tu sais. Dans le sens que la première partie, t'apprends les règles. Tutoriel. Je dois dire que malheureusement que les règles, c'est atroce, là. C'est l'enfer, malheureusement, là. exactement. Parce que c'est écrit, les règles sont écrites comme si c'était un jeu
ultra exploratoire, puis comme parle-moi de toi, qu'est-ce que t'as à l'air. Non, on n'est pas là, c'est un jeu avec des mécaniques, c'est coop, à chaque tour, le joueur fait ses affaires, puis il y a plein de Il y a mécaniques. des choses qu'il faut pas qu'il arrive, sinon on perd, tout ça, là, tu sais. Donc, Mais ouais, après, c'est ça. C'est un jeu à scénario, fait qu'il faut vraiment, le premier scénario, bon, c'est correct, mais tu comprends pas vraiment, là, tu sais, la prémisse du jeu, tu la vois pas, parce qu'on n'est pas là, on a gagné. Même si on gagne la partie, t'as rien vraiment su. Tu sais rien sur la vie de Billy T'as Kerr. vu des choses, mais t'as pas vraiment d'informations. Puis au fur et à mesure des parties, ben, il y a des petites règles qui changent. Tu sais, les scénarios évoluent, le but de jeu évolue, il change. Et ben, c'est là que tu commences petit à petit à commencer à avoir des parcelles de sa mémoire également, de comprendre là, de où on s'en va avec ce jeu-là. Ouais, parce que ce qui est intéressant, c'est que c'est un jeu de scénario, mais dans lequel il y a une grosse histoire. En fait, c'est la vie de Billy Kerr. Ouais. Donc, tu sais, c'est pas nécessairement qu'il y a eu une vie. Je pense pas qu'il y a eu une vie si différente d'un humain normal. Tu sais, il y a eu une vie où il s'est passé, il y a eu des moments heureux, il y a eu des moments tristes. Et on va découvrir graduellement c'était quoi sa vie à travers les scénarios. Et je trouve que c'est là l'aspect narratif du jeu. Parce que justement, après 3 parties, on n'a pas vraiment idée qu'est-ce qui se passe. Et là, on était rendu à un point où une des nouvelles choses qu'on pouvait faire dans le jeu, c'était appeler sa fille pour avoir de l'information. Donc, il y a quand même vraiment une histoire qu'on va découvrir, sans que ce soit un jeu d'enquête. C'est quand même un jeu de découverte d'histoire. Ouais. Puis c'est vraiment de partie à partie que tu vas mieux comprendre. Exactement. Donc, super intéressant. J'aurais fait plus de parties. Ouais. Bien entendu, on était au LAL, on voulait pas. On avait déjà mis beaucoup d'efforts dans ce jeu-là. On a mis un bon 3 heures pour bien le comprendre, faire 2-3 scénarios. Donc, peut-être qu'on aura la chance de continuer cette aventure-là, mais ça me semble assez intéressant. On est vraiment dans le range d'un jeu de coopératif, mais très bien fait. Très bien fait, Ouais, sauf les je suis règles. d'accord. Hein. Ouais, non, Tirez-vous de là. Mais moi, j'avais regardé une vidéo OK. et ça l'a beaucoup aidé de regarder cette vidéo-là. Mais je pensais que ça allait plus m'aider. Ouais, on s'est quand même souvent retrouvé dans les règles. Ouais, parce que dans le fond, j'avais lu les règles et j'avais regardé la vidéo, mais c'était pas suffisant. Mais la vidéo a vraiment aidé, par exemple. Ouais, ça Puis, vaut la la deuxième fois que j'ai regardé la vidéo, pendant qu'on essayait de lire les règles, j'ai vu qu'il y avait beaucoup de choses qui étaient expliquées, mais que quand tu regardes une fois, tu t'en rends pas compte. Donc, peut-être regarder la vidéo 2 fois, si vous voulez pas vous claquer ces règles atroces. Avant d'aller plus loin, là, tu sais, je veux pas trop déborder et tout ça, mais en fait, ça pourrait être une discussion pour la fin de l'épisode, mais j'ai pas hâte d'oublier puis qu'on veut le rapper ça rapidement. Fait que je préfère qu'on en parle maintenant. Donc, J'ai l'impression que le côté narratif dans les jeux va être de plus en plus important. Et tu sais, sans qu'on dise, OK, oui, là, on discutait un peu de, il y a des jeux narratifs, il y a des jeux qui le font pas vraiment. J'ai l'impression qu'on va voir de plus en plus de jeux où, même si c'est pas un jeu où tu crées une histoire et tout ça, mais dans lequel le côté narratif et le côté, si on veut, tu sais, découverte d'une histoire, et par le fait même, non rejouabilité du non jeu. rejouable, exactement, c'est ce qui ça, est quand le même point, fou. là. Et c'est comme presque paradoxal parce que quand nous on a commencé à jouer à des jeux, là, le mot d'ordre c'était rejouabilité. Est-ce que ce jeu-là je peux y jouer 100 fois? Maintenant les gens sont comme si je joue 8 fois j'ai vraiment été rentable. T'sais. Avant c'était comme t'as acheté les jeux puis il faut que j'y joue 100 fois. Il faut que dans 10 ans j'y joue. On était vraiment en désillusion complète. Hein? Il y avait juste 600 jeux qui sortaient par année à ce moment-là. C'était peu. Ouais, c'était peu. On avait la chance Non, on de n'a les plus le essayer. temps de jouer 2 fois au même jeu, là, on fait juste jouer à des nouveautés. Exactement, Tout c'est le quand même fou. Tu sais. Mais tu sais, pour voir que j'avais l'impression, même là, on était au LAL, beaucoup de nouveaux jeux, et je sentais qu'il y avait cette tendance-là à amener un scénario, une narration quelconque pour engager les joueurs. J'ai même l'impression maintenant, on se dit, OK, on sait que les joueurs vont pas jouer sans partie de notre jeu. Puis les joueurs savent qu'ils vont pas jouer sans partie des jeux maintenant. Exactement. Donc ils sont prêts à acheter des jeux qui ont moins de rejouabilité. Ouais, mais même, j'ai même l'impression qu'ils savent qu'ils vont pas en jouer 100, mais en fait, ils savent que la plupart des jeux, ils vont en jouer 2 parties, 3 peut-être. Mais si tu achètes un jeu qui a un scénario avec 10 parties, puis que les gens jouent les 10, ben là, 10 parties d'un jeu, là, à notre époque, là, c'est énorme.
donc, en faisant les scénarios, c'est peut-être une façon d'engager le joueur ou la joueuse pour qu'il joue un peu plus de parties Peut-être, ouais. que si c'était un jeu juste qui n'avait pas une centre scénario. Mais c'est sûr que pour moi, c'est vrai, en fait, même qu'avant, dans l'ancien épisode 7, on l'avait pas. On l'avait peut-être pas autant remarqué, mais en revenant du LAL, ça a été flagrant à quel point il y a une tendance vers la narrativité dans les jeux. Je pense que pour moi, ça vient clairement du Legacy qui a ouvert la porte à ça. Ensuite, vers les jeux de un peu escape. C'était deux tendances qui sont arrivées presque en même temps, qui ont pas de... Oui, le escape est très populaire, le Legacy est plus ou moins, on se disait ça va tout exploser, mais tu sais, il y en a... Mais ça l'a créé comme une espèce de porte vers la narration dans les jeux. Exact. Qu'on voit de plus en plus, puis c'est ça exactement. Moi, je pense que c'est la tendance cette année, en fait. Je suis prêt à dire que 2018, c'était l'année des jeux narratifs, ou du moins qui s'essayent à être narratifs, à mettre un scénario, tout ça, parce que tu vois, le jeu Holding On aurait pu ne pas avoir de scénario, avoir un gameplay, avoir plusieurs modes de jeu ou objectifs de jeu, mais sans qu'il y ait un scénario qui se construit d'une partie à l'autre. Tu sais. Pourtant, on voit ça dans un jeu c'est ça qui aurait pu ne pas avoir ça. Donc, c'est vraiment une grande tendance, à mon avis, qui aide par le fait que les gens sont prêts à acheter des jeux qu'ils peuvent jouer juste une fois. Je sais pas pourquoi autre que ça, mais on dirait que la narrativité dans les jeux, c'est quelque chose de tellement nouveau, récent. C'est vraiment, pour moi, c'est le Legacy qui a ouvert la porte à ça. Donc, ça fait à peine 2-3 ans là, qu'on connaît ça. On dirait que à cause de ça, c'est la tendance en ce moment. Puis là, les compagnies veulent pousser ça et exploiter cette porte-là, cette nouvelle porte ouverte et pousser les concepts au plus possible, au maximum. Absolument. Mais d'ailleurs, la dernière fois, la légende vivante PPPPP avait mentionné une affaire intéressante. C'était maintenant, les joueurs, les joueuses recherchent plus nécessairement les nouvelles mécaniques, quoi qu'il y en a encore plein, mais il y a une grande partie des gens qui recherchent l'expérience et raconter une histoire complète qui se déroule en plusieurs parties, si on veut. C'est vraiment rendu une nouvelle manière, comme tu l'as dit depuis quelques années, de créer une expérience qui est comme plus grande. Donc, si on prend le terme Magic Circle, qui était très connu dans le monde du jeu, c'est d'étendre le Magic Circle à plus qu'une partie. Et ça, je trouve ça vraiment intéressant, comment les éditeurs, les auteurs s'y prennent pour créer un peu ce nouveau type d'expérience. Donc, on va revenir avec quelques mentions honorables. Désolé, c'était une parenthèse. Non, c'est cool. Je pense qu'on est 1-2 chaque, là. Ouais, 1-2 chaque. Peut-être en rafale. Ça, j'aime ça quand on fait ça en rafale, OK? OK. Fait que t'en nommes 3-4, tu dis une phrase, je dis une phrase, on passe, c'est ça. Je vais juste parler d'un autre avant ça. Oui, OK, c'est bon, c'est correct. Alors, je vais juste parler du jeu de non-sens. Jeu qui date quand même de quelques années, mais là, qui se voit des nouvelles rééditions se faire. Et dans mon sens, c'est un jeu dans lequel un joueur à tour de rôle va avoir une histoire à raconter. Donc, on va piger une carte, on va dire, raconte ton voyage à telle place, whatever. Mais tu vas recevoir aussi une carte qui va te demander, il va y avoir 5 mots dessus, il faudra que tu en choisisses 2, que tu vas devoir plugger dans ton histoire, que tu vas devoir dire dans ton histoire. Donc, tu vas retourner le sablier et tu vas commencer à raconter ton histoire le mieux possible. Et tu vas essayer subtilement de mettre ces mots-là dans ton histoire parce que le but des autres joueurs, ça va être en fait de retrouver les 2 mots que tu vas avoir plugués dans ton histoire. Donc, super intéressant jeu. Encore une fois, un peu d'improvisation dans lequel on va tricoter, on va essayer de mettre plein de mots bizarres justement pour un peu... amener les gens dans des mauvaises directions, c'est ça, exactement, créer des fausses pistes. Oui, les pistes, exact. Donc, petit jeu super le fun, vraiment intéressant, là, qui va revoir le jour un peu dans les boutiques là, récemment, donc je trouvais ça fun d'en parler. Là. Ouais, très cool. Jeu de bon sens. Ça a l'air tellement sympa comme jeu, en fait. J'ai le goût de jouer. C'est un concept, le fun. Ça me surprenait que ce jeu-là, il n'y avait aucun autre jeu qui l'ait refait, parce que pendant quelques années, il était un petit peu moins disponible, moins distribué. Okay. Donc, parce que c'est un concept vraiment intéressant, très simple, qui marche super bien. Magnifique. En fait, avant d'aller en rafale, là, moi aussi, je vais y aller avec un petit... Puis en fait, toi, je pense que tu vas être bien content qu'on parle de ce jeu-là.
C'était une nouveauté aussi de cette année 2018, une nouveauté du LAL qu'on a essayé au LAL, donc quelque chose qui était sorti à SN. Il s'agit d'une série de jeux, en fait. C'est les jeux Sherlock. Ouais, ben oui, bon choix. Alors Sherlock, il y en avait 3 qui étaient sortis. Il y avait Last Call, je ne me rappelle plus exactement des noms de tous les jeux. Il s'agit du jeu Sherlock, JF, Oui, c'est bon choix. c'est pas un escape room, hein, c'est vraiment un jeu d'enquête. Absolument. En fait, ça rappelle beaucoup Détective Conseil, qu'on a souvent parlé ici, En mais effet. extrêmement léger. Genre Alors, 40 cartes. là. c'est ça, c'est un petit Ça a paquet pas de cartes. rapport. Et moi, je trouve la beauté de ça, c'est OK, un jeu jetable, pas en fait jetable, mais à usage unique. J'ai un peu de difficulté avec ça. Mais ça, c'est le format parfait. Un tout petit jeu, des cartes un peu cheap, donc tu t'en fous, t'as pas besoin de le détruire, tu peux le passer à un ami après, même le donner. Ça doit coûter à peu près 10$ ces paquets-là. Et unique comme jeu de résolution, d'enquête et tout ça. Les gens avec qui je jouais, il y avait une personne avec qui je jouais qui arrêtait pas de comparer ça à Anabi, mais d'enquête. Et ça a un peu ce côté-là parce que tu as des cartes dans ta main. Bon, bien entendu, les cartes sont pas inversées, tout ça n'a pas rapport avec ça, mais tu as des cartes dans ta main qui représentent des parcelles de l'histoire. Et tu dois décider si tu jettes ces cartes ou si tu les exposes au centre de la table. Et si tu les exposes, en fait, à la fin, quand tout le monde a joué ou jeté ses cartes, on va tenter en groupe de résoudre l'énigme, de comprendre l'histoire. Une fois qu'on s'est entendu sur l'histoire qu'on pensait, on va déplier le feuillet de règlement qui, dans le fond, va nous poser des questions sur l'histoire. On va demander, OK, qui a tué telle personne, pourquoi, avec quelle arme, blablabla. Peu importe quelle question, et on va devoir répondre à ces questions-là. Vraiment bien conçu, très intelligent. En fait, j'ai adoré ça. Moi, j'ai joué 2 scénarios. Toi aussi, JF, t'en as joué 2? Juste un, non, j'en ai fait juste un. Mais, on a joué les 3 scénarios, tout le monde ensemble. Pas tout le monde, mais les 3 scénarios ont été joués. Ah oui, ok. C'était vraiment le fun. C'est surprenant parce que la mécanique est simple. Là. À ton tour, tu joues une carte, tu peux jouer une carte. Mais il y a l'autre concept aussi que je pense que tu n'as pas dit, mais que tu as le droit de dire. Tu peux pas dire tout ce qu'il y a sur des cartes, mais tu dis des mots-clés en fait. Sur des cartes, il y a des mots qui sont soulignés. Et ça, c'est des mots que tu peux communiquer avec les autres. Donc, souvent, on va regarder nos cartes, on va dire ces mots-là, on va voir si des fois d'autres gens ont le même mot, donc on le répéter. Quelque chose qu'ils connaissent. Quelque chose qui est peut-être en lien. Madame Patterson. Exact. Donc, si quelqu'un d'autre a ce mot-là, il va le dire. Donc, c'est comme ça que tu essaies de voir si ta carte est pertinente ou pas, donc à mettre visible ou non visible. Et aussi, il faut dire que c'est quoi l'avantage ou l'inconvénient de jouer une carte visible? C'est qu'à la fin, ben, dans le fond, toutes les fausses pistes, les cartes que tu as mis en jeu, mais qui n'ont pas vraiment rapport avec l'histoire principale, ben, va te faire perdre des points là, dans le système de scoring là, à la fin, qui va être déterminé par les questions que tu as répondues, les cartes que tu as mis face visible. Très simple, mais tu sais, comme le mode parfait de prendre Sherlock Détective Conseil d'un jeu hyper narratif avec du gros texte, des gros blocs de texte, d'histoire, super narratif, et prendre l'essence d'un jeu comme ça et le mettre en jeu de 45 minutes, genre? Ben ouais, c'est ça, mais ultra léger. Et souvent, on va parler des jeux narratifs, ben pas des jeux narratifs, mais des jeux où il y a beaucoup de texte. Important de les plus agréable, du moins, de les jouer dans une langue dans laquelle vous êtes vraiment à l'aise et que tout le monde est à l'aise autour de la table. Je dirais que pour Sherlock, cette vérité ne s'applique pas. Non, en effet, parce que les cartes sont... Si tu parles pas du tout anglais, ça va être un peu... ça va pas bien marcher. Non, mais t'as pas besoin... Il n'y a pas personne qui a besoin de lire des longs textes. C'est pas besoin d'écouter quelqu'un qui parle mal en anglais puis tu comprends rien. Non, puis la narrativité, elle est pas écrite en soi. C'est-à-dire que c'est pas comme si tu lisais un roman puis il y a des gens qui te parlaient tout ça. Mais plus tu mets les cartes, plus tu découvres des choses du jeu, ben plus l'histoire est en train de se construire dans ta tête. Au bout du compte, tu essaies de reconstituer une histoire, là, en réalité. Et ça ne sera pas fait par toute la narration, puis un peu par du superflu, là, à un certain point, que j'ai envie de dire. Même si c'est le fun là, dans des jeux comme Sherlock Holmes, mais en enlevant un peu le superflu du roman, là, de toute la mise en contexte, comme dans un roman, ben, tu arrives avec un jeu comme très similaire au niveau de la déduction, mais vraiment plus rapide et efficace, et que tu peux jouer plus facilement. Ouais, absolument, super intéressant comme jeu. C'était vraiment pour moi une belle révélation, un tout petit jeu, mais
qu'il y en a beaucoup dans le ventre, comme on dit. Ouais, absolument. OK, fait que là, tu veux-tu encore en parler de quelques-uns ou on fait une petite rafale? Non, moi j'ai pas mal fait le tour. OK, alors je t'en nomme 3-4, tu me dis une phrase là-dessus. Battlestar Galactica. Ouais. Battlestar Galactica. Ben écoute, le jeu. C'est pas toi qui l'as mis là-dedans? Ben oui, je sais, mais en une phrase, c'est pas facile, Ah, là, ok. je suis pas prêt pour ça, là. Moi, je vais te dire des titres, OK? OK, c'est bon, je suis prêt. Mention of Madness. Oh, Mansion of Madness, alors un jeu assez cool dans lequel la narration, bien entendu, fait vraiment partie intégrante. Les joueurs vont faire des choix, vont devoir c'est ça, faire des choix à travers une histoire, un peu dont vous êtes le héros et tout ça, aller explorer des pièces. Pas nécessairement le jeu le plus narratif du monde, c'est un peu forcé comme dans les jeux de Fantasy Flight en général, mais c'est quand même un jeu dans lequel il y a un bel univers puis une belle histoire. Plus qu'une phrase, ça. C'était une longue phrase. War of Faut the juste Ring. répondre vite. Ah, War of the Ring, alors ça c'est vraiment... c'est fou comment ce jeu-là est narratif parce que tu revis sans cesse l'histoire de Lord of the Ring. Souvent dans ces jeux-là, qu'est-ce qui arrive, c'est que tu peux vraiment faire n'importe quoi avec l'histoire. Mais de la façon dont celui-là est construit, c'est comme si tu jouais sur une raille. En fait, tu peux pas aller trop à gauche ou trop à droite, ça marchera pas, mais tu revis l'histoire de Lord of the Ring avec des petites différences super intéressantes. Nano Fictionary. Nano Fictionary, je l'ai mis dans la liste. Alors ça, c'est un jeu que je n'avais jamais joué. Wow, merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. Bon, ok, on wrap ça, là. Il en reste beaucoup On encore. n'avait pas fini en plus. Non, on est loin, là. Nano Fictionary, alors ça, c'est un jeu que j'ai pas joué, mais que j'ai vu beaucoup dans mes recherches pendant qu'on préparait l'épisode. Ça a l'air vraiment intéressant, un petit jeu de cartes, là, tu sais, un peu... c'est un peu old school, là, c'est 2002, mais le concept, c'est que tu vas devoir créer une histoire avec les concepts de base de la création d'histoire, donc introduction, péripéties, conclusion, avec des personnages et tout ça. Et c'est un petit jeu de cartes dans lequel on va voler des cartes à l'autre, donc tu vas avoir des cartes que c'est une introduction, tout ça. Tu vas essayer de créer l'histoire qui fait le plus de sens possible. Et à la fin de chaque ronde, quand tout le monde aura complété son histoire, on va voter pour l'histoire qui semble la plus cool ou peu importe. Vous allez voter pour l'histoire que vous préférez. Je trouvais que ça avait l'air vraiment le fun, mais j'ai jamais joué, mais il fallait en parler. Alright. Écoute, je pense qu'on aurait d'autres à mentionner, mais on va rapper ça. Et on en aurait tellement mentionné, en fait. Ça me rend triste de devoir continuer. Bien entendu, il y a peut-être juste une mini parenthèse qu'il faut faire. On va la faire rapidement. Il s'agit du jeu Fiasco. Le jeu Fiasco, qui est un role-playing game, qui a gagné beaucoup de prix d'ailleurs, qui est dans... Mais comme c'était un role-playing game et pas un jeu de société à proprement dit, on peut pas vraiment en parler. Donc je voulais juste le mentionner dans le sens où on n'a pas oublié ça, mais on a décidé de s'en tenir aux jeux de plateau parce que tous les jeux de jeux de rôle en fait auraient pu être mentionnés aujourd'hui. Oui, on aurait sûr, pu parler évidemment, que de jeux de rôle, oui c'est clair. C'était pas ça le but. C'était pas ça le but. D'ailleurs, une chose qui m'a toujours fasciné sur les jeux de rôle, qui en font des jeux vraiment narratifs, c'est que les jeux de société, la règle prédomine sur tout. Ouais. La règle, c'est sacré. La règle, c'est la règle. Bon, des fois, on peut se permettre quelques petits dépassements, mais bon, peu importe. Non. Alors que dans tous les manuels de jeux de rôle que j'ai lus, tous les jeux de rôle auxquels j'ai joué, tout ça, ça a toujours été la même morale. L'histoire prédomine sur les règles. Et ça, c'est un changement de paradigme vraiment unique qui fait que les jeux de société et les jeux de plateau, les jeux de plateau et les jeux de rôle ont vraiment des différences fondamentales. Absolument. C'est pour ça d'ailleurs qu'on ne va pas vraiment parler des jeux de rôle aujourd'hui, mais on aura la chance de revenir là-dessus à un autre moment. Excellent, c'est tout le temps de notre top 10. Presque! Ah ouais? Presque! Alors on est
presque rendu au top 10, mais avant tout, il faut quand même continuer la chronique sur le tournoi de Ricochet Robot, le tournoi international de Ricochet Robot. On était en République dominicaine cet été, il y a déjà de cela quelques mois. On a commencé à vous narrer l'histoire qui s'est produite là-bas. Mais aujourd'hui, nous sommes rendus au 4e quart de finale. Ouais. Et c'était, on s'entend, c'était le 4e quart de finale. La foule était chaude, les gens étaient là. Il y avait beaucoup d'ambiance. Et c'était de loin le match le plus serré. Ah oui, le plus chaud, oui, de loin. C'était pas la journée la plus chaude, mais c'était le match le plus chaud. Absolument. Avec des invités assez particuliers. Oui, des invités de marque et des gens qu'on ne se serait pas attendu de voir là, nécessairement. Exact. En premier, il y avait bien entendu Fred Savard. Ben oui, Fred Savard qui était en vacances. Il était en vacances à ce moment-là. là-bas. Il travaillait sur un de ses protos, je pense, un de ses protos de board game avec son fils puis un de ses amis. Et il a vu ça et il s'est joué à nous. En fait, Exact. il connaissait pas les Il règles. avait jamais joué en plus. Non, d'ailleurs, on a une bonne anecdote là-dessus. On y reviendra après la présentation des gens. Ensuite, on avait bien entendu Big Shot, le farfadet du jeu, Le acteur farfadet. international, Raphaël Le Lacaille, beau bonhomme. qui était là. Quel homme magnifique. Oh, et lui, il était là pour shine le tournoi. sous le C'est un soleil. spécialiste. Il est là pour le swag. Gagner, c'est pas important tant que t'es là. Participe avec swag, c'est important. C'est important. Ensuite, on avait José Mélinde. José Mélinde, donc qui est une professionnelle de Ouais, Ricochet Robot. absolument. En fait, elle a fait le tour des circuits internationaux Exact. en quête de sa première médaille olympique. Exactement, elle était là et c'était cool d'avoir ça. Elle avait son entourage Ouais. et sa crew, Gros fan club. ses fagnons, tout ça. C'est une vraie, là. C'est une C'était vraie, là. c'était une vraie, effectivement. Et on avait finalement Mélanie M, la femme derrière l'homme. Bon, pour des raisons de confidentialité, vous comprenez qu'on ne peut pas nommer son nom complet, mais je suis pas sûr qu'elle se reconnaît. Match très serré, comme on a dit. Exact. D'ailleurs, j'aimerais bien y aller tout de suite avec l'anecdote sur Fred Savard. C'était pas pire. Il savait pas jouer. On lui a expliqué les règles. Première game. Première game dans un tournoi. Une chance que c'est un gars avec le cerveau quand même. Ça paraît qu'il s'est choisi. Hein. Il y a beaucoup de facultés accrues maintenant qu'il s'est choisi. Donc, il était là et c'est le premier coup de la partie. Et là, tu vois, il regarde ça. Ouais, il mais, chauffe. mais, hein. mais c'était intense parce que ça faisait au moins 5 minutes que tout le monde regardait le plateau et rien n'avait été dit. Complètement gelé. Rien n'avait été Personne dit. ne disait Là. rien. Les joueurs là, expérimentés, là, pourtant. là. Absolument, absolument. Et là, à un moment donné, quelqu'un dit 11. Bon, OK, 11. Dans un tournoi, on s'est jamais vu 11. Et là, le sablier est tourné, le temps est là, et là, Fred est comme, il regarde ça, il bouille à l'intérieur, il faut qu'il le trouve, il sent qu'il peut le trouver. Le temps est terminé. Le temps est terminé. Bon, on dit, OK, le temps est terminé. On arrive pour donner le point au farfadet du jeu qui avait collé 11. Et là, Fred se lève et il dit, là, votre maudit sablier, les gars, moi, c'est ma première game, laissez-moi un peu plus de temps. Là, on est comme, OK, est-ce que ça contrevient aux règles? On n'est pas, tu sais, pas trop. On joue le jeu un peu, on attend, on se dit, c'est sûr qu'il va rien dire, c'est sa première game. Et là, il dit 7. Et là, toute la foule est en délire. En fait, c'est un moment absolument excitant. Ouais. Et effectivement, 7, c'était le meilleur coup. Raphaël, farfadet du jeu, acteur international, a été très bon joueur. Hein. Il lui a laissé le point. Ouais, très sympathique de sa part, mais c'était un move pour sa première partie, mais de plein de grâce. Oui. 3 robots. 3 robots, effectivement. 7 coups, 3 robots. Pour ta première ronde de Ricochet Robot à vie, c'est de l'ordre des Ça rentre des dans les héros, annales. hein, Ça c'est va être au temple de la renommée, ce coup-là, c'est sûr. Et c'est sans mentionner, il faut mentionner que le ludologue n'était pas satisfait parce qu'on avait dépassé le temps, on lui a quand même donné le point, donc on n'a pas respecté les règles. Et ça, le ludologue, il était pas content. Non. Il était dans son coin, les bras croisés, il regardait ça en plus son rival, Fred Savard. Donc c'était Ouais. comme double claque au visage pour le ludologue. En fait, c'était une partie très serrée. Les coups les coups étaient très difficiles, en fait. Je sais pas si... Ouais, on dirait une configuration de de plateau. plateau vraiment spécial. On est plus dans la moyenne du 6 à 8 normalement pour des parties Oui. conventionnelles. Et là, on était plus dans des moyennes de 12, Ah, on a vu 10. du 14. Hein. Ça, c'est dans un tournoi, c'est très, très rare qu'on va voir Absolument. ça, du 14. Et en fait, bon, tous les compétiteurs ont été de plus en plus extrêmes, jusqu'au point où on était rendu, à la toute fin, on était au 17e coup. Et
C'était 4 à 4 à 4 à 4. Quadruple égalité! Quadruple égalité pour... La foule en délire. Oui, et là, à ce moment-là, il faut mentionner que tous les géos qui travaillaient sur la plage, et tout le monde était là, avait amené la foule, les gens étaient survoltés, tout le monde capotait, l'entourage de José Mélinda criait. Vraiment un moment là, absolument mémorable. Le dernier jeton sort, et en fait, c'est un 1. Un coup, José Mélinda, l'expérience l'a emporté sur l'excitation. Ah oui, ça fait une Elle a différence. calé 1, elle a tourné le sablier. Une fraction de seconde. Personne ne pouvait rien faire. La partie était jouée, c'était terminé. On peut dire que c'est une fin un peu anticlimatique, mais la partie avait tellement été bonne que c'était juste parfait que ça se termine comme ça, en fait. Et il faut dire que son entourage est rentré dans le jeu. Dès qu'ils ont vu ça, ils ont parti à courir, ils l'ont soulevé. Ils l'ont dans ses soulevé, bras et la tout ça. bouteille de Gatorade, c'était vraiment comme... c'était assez fou, en fait. Ouais. Quand même, pour un 1, c'était un très excitant. Oui, absolument. Alors, nous avons maintenant José Mélinda qui va accéder à la demi-finale. Je vous répète, en demi-finale, nous aurons le ludologue contre la baronne et Rainer Kenidia, le docteur, contre José Mélinda. Bon, ben, JF, je pense que là, on est rendu Top 10! au top 5! Ah ben oui, hein. On fait des top 5, nous autres. T'es habitué, on s'exige pas des top 10 quand même. Quand même pas. Je pense qu'on va y aller quand même assez rapidement. Probablement, bon, on commence à avoir faim. Surtout, cet épisode-là commence à s'étirer, même s'il est assez intéressant. Mais je pense que c'est surtout beaucoup de jeux duquel on a déjà On a beaucoup parlé. Numéro 5. Alors, mon numéro 5, c'est aussi ton jeu en numéro 5. Absolument. Un jeu référence dont on a parlé énormément. C'est bien sûr le jeu Sherlock Holmes Détective Conseil. Détective Conseil. Alors, pourquoi en 5e position, Simon? Ben, moi j'aime beaucoup les jeux narratifs, comme on peut s'en douter. J'aime beaucoup les jeux où on va créer une histoire. Mais je trouve que Sherlock, en fait, est un des meilleurs jeux dans lesquels on va découvrir une histoire, résoudre une histoire. C'est un des meilleurs jeux d'enquête de tous les temps. Est-ce que c'est un des meilleurs jeux narratifs? En tout cas, c'est mon 5e meilleur jeu narratif. Mais il aurait pu être plus haut, peut-être pour certaines personnes, mais je pense quand même que le côté narratif reste encore du domaine de la saveur et de l'exploration. Mais c'est un chef-d'œuvre, hein. On a parlé tellement de fois. L'univers de ce jeu-là est tellement vaste. On parle de Magic Circle, on en a parlé un petit peu aujourd'hui. T'ouvres ce jeu-là sur une table et la réalité n'existe plus. Tu es dans le cercle magique jusqu'à la fin des temps. Eh oui, bon choix. Ben écoute, c'est ça, en 5e position. Rien de plus à dire, je pense. Qui va rester un classique là, pour encore plusieurs années. Numéro 4. Mon numéro 4 est un jeu assez récent, sorti en 2017, qui est fortement inspiré d'un jeu vidéo du même nom, et c'est le jeu This War of Mine, le board game. Donc, jeu très immersif et probablement le jeu de société inspiré d'un jeu vidéo qui est le plus fidèle à celui-ci. J'aime beaucoup ce jeu pour justement sa fidélité au jeu vidéo, mais aussi, évidemment, c'est un jeu narratif dans lequel il va nous arriver des choses, et on va prendre des décisions des fois, parfois très déchirantes. Et c'est un jeu qu'on est dedans, là, et on se sent immersé dans l'histoire aussi. Là. Donc c'est pour ça que je l'ai mis dans mon top 5, c'est le jeu This War of Mine. J'ai pas joué encore, mais je suis très curieux. J'ai adoré le jeu vidéo. Bien hâte de voir l'expérience du jeu de société. J'ai encore certains doutes à la fluidité du jeu. J'espère qu'ils seront dissipés. Ça reste un jeu assez massif, mais je pense que l'ergonomie a été bien travaillée pour que, une fois que tu es à l'aise avec l'heure de tour, c'est pas si pire. Là. Tu passes à travers les étapes assez rapidement. Bon, très hâte de voir ça. Mon numéro 4, il s'agit d'un vieux jeu, en fait. Vieux, pas si vieux, mais 10 ans déjà. C'est le jeu Dixit. Dixit! Grand classique. Grand classique. A créé plusieurs enfants, si on veut. Il y a tellement de jeux maintenant qu'on dit il a une mécanique à la Dixit ou des cartes à la Dixit. Donc, c'est quand même un jeu qui a été très emblématique.
c'est un jeu dans lequel, ce que je trouve intéressant, c'est que très narratif, mais très, 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 très simple. Et c'est pas obligé d'être des histoires compliquées. C'est pas obligé d'être quelque chose de très élaboré. C'est une narration qui va se faire vraiment comme, pas dans le domaine de l'inside, mais presque. Hein. C'est comme je vais implanter une petite graine dans ton cerveau et j'espère que tu sauras la capter. Super intéressant pour moi. Je trouve que Dixit remplit très bien le rôle qu'il doit remplir. Puis je pense pas vraiment encore qu'il y a des jeux qui ont, même s'il y a eu plein de rip-off de Dixit, si on veut, il n'y en a aucun qui a remplacé Dixit. Il y en a plein qui ont pris une place très importante, que plein de gens vont vouloir jouer, mais Dixit, selon moi, n'a pas encore été remplacé. Non, bon choix. Écoute, c'est un jeu que je recommande encore fortement. C'est un magnifique jeu. Là. Je pense qu'il va rester encore en vie pendant plusieurs années. C'est sûr qu'il y a d'autres jeux comme ton Mysterium qui sont fortement inspirés, mais je pense pas qu'il y a de jeux qui ont nécessairement remplacé Dixit. Absolument, absolument. Numéro 3. Mon numéro 3 est un jeu sorti en 2018. Nouveauté. Plusieurs auteurs, dont le Big Tree français. Et c'est le jeu Château Aventure. Château Aventure. Dans Château Aventure, nous sommes des joueurs qui devons explorer réellement une histoire. Un de nous va être le maître de jeu, mais qu'on appelle l'ordinateur, parce que Château Aventure, c'est un jeu basé sur les genres de point and click des jeux vidéo classiques là, des années 90. Donc, on est sur une scène, il y a des choses, on va pouvoir interagir avec ces choses-là dans le but de comprendre l'histoire et d'évoluer dans l'histoire. C'est vraiment ce que nous propose Château Aventure. C'est-à-dire qu'un joueur à tour de rôle va être le héros, il va prendre une décision, soit interagir avec une des choses dans le lieu où il se trouve ou marcher dans une direction. Et le joueur, le maître de jeu, l'ordinateur va lui répondre, va dire si c'est possible son action et tout ça. Donc, jeu avec plusieurs scénarios qui sont d'ailleurs très différents narrativement et graphiquement parlant aussi. Donc, petit jeu que je trouve très agréable, très fun, très rafraîchissant. C'est le jeu Château Aventure. Oui, absolument. Ça rentre vraiment dans la lignée des livres dont vous êtes le héros, si on veut. Là, super intéressant, accessible aussi quand même. Hein. J'ai joué c'est souvent le genre de jeu que tu penses, je vais pas jouer avec ma famille et tout ça, mais ça marche super bien en famille. Pas besoin d'être un gros gamer pour jouer à ça. En fait, juste besoin d'embarquer dans l'histoire. Et hop, c'est parti l'aventure. Ouais. De mon côté, et on a déjà parlé un peu de l'auteur aujourd'hui, mon numéro 3, c'est le jeu Rory's Story Cube. Alors, c'est quoi ça, Rory's Story Cube? Ce sont des petits dés avec des symboles dessus. Ce que je trouve intéressant, c'est qu'il y a plein de modes de jeu différents qu'on peut faire avec les Rory's Story Cube. Ça peut être aussi simple que rouler les dés et raconter une histoire avec tous les symboles qu'il y a sur le dé. Petit jeu qui demande beaucoup de vivacité d'esprit, beaucoup de capacité à improviser, à faire des liens entre ce qui a été dit avant et ce qui sera dit dans le futur. Ça aide vraiment à apprendre comment aussi on peut construire une histoire. Super intéressant. Je sais qu'on a dit qu'on parlerait pas trop de jeux de rôle, mais ça c'est comme un peu le premier pas dans le monde du jeu de rôle. Tu peux le jouer très gamer, avec des règles très claires, comme tu peux aussi l'exploiter à plein de niveaux. J'amènerais ça peut-être au point que c'est un système de jeu plus qu'un jeu en tant que tel, mais ô combien narratif et créatif, superbe. Ouais, bon choix. Numéro 2. Alors, mon numéro 2 est le jeu Dead of Winter, a Crossroad Game. Alors, l'aspect très narratif là, dans Dead of Winter, c'est bien sûr cette mécanique de Crossroad Card, en fait, qui sont des cartes d'histoire qui peuvent se déclencher ou pas selon la situation. Grosso modo, à tous les tours, le joueur à ta droite va piger une carte et sur la carte, souvent, il va y avoir une condition. Donc, si le joueur actif fait telle action ou s'il possède tel personnage, ainsi de suite. Une chose, dans le fond, l'action, pas l'action, mais la carte, le bout d'histoire de la carte va s'activer. Ce qui est vraiment le fun dans le jeu, parce que oui, le jeu est bon, c'est un jeu de survie en fait, où c'est un jeu plus de survie que réellement de combattre les zombies. Ils sont là, ils sont présents, mais il faut vraiment, c'est le struggle de la survie d'aller récupérer
des matériaux, mais les petites cartes là, Crossroads nous permettent d'aller chercher un petit peu plus d'histoire que juste un jeu mathématique, là, d'essayer de réussir les objectifs, tout ça, et qui nous donne un aperçu d'une narration qui n'est pas présente à 100% dans le jeu, mais qui est présente à l'aide, sporadiquement à l'aide de ces cartes-là. Donc, un petit aspect là, que je trouve très original, une mécanique que je trouve assez intéressante aussi, c'est le jeu Dead of Winter. Si le joueur à côté de toi se gratte la poche, des jeux de cartes. Ok, mon numéro 2, il s'agit du jeu Tales of the Arabian Night. Oh my god, tellement bon ce jeu-là, il est même en numéro 1 pour moi. Oh, c'est le numéro 1 de JF! Désolé, divulgateur complet. Alors, ben, c'est ton numéro 1 et c'est mon numéro 2. Donc, JF, je vais te laisser commencer à en parler. Ben, je pense à un autre de ces jeux qu'on a beaucoup parlé, jeu très intéressant au niveau de la narration, le Conte des Mille et Une Nuits, dans lequel on va interpréter un personnage et on va évoluer dans le jeu dans le but de réaliser des objectifs. Mais grosso modo, c'est un jeu où tu te fous pas mal de gagner ou de perdre. En fait, Absolument. tu t'en fous surtout parce que le jeu est pas très bon. Pas qu'il est pas très bon, mais dans le sens que... C'est fou hein, qu'au niveau mécanique, ce jeu-là n'est pas excellent. Là. N'est C'est pas un excellent, vieux non, jeu, il est un exactement. peu désuet dans ses mécaniques. Absolument, c'est un jeu que il est très on balance et bon, gagner ou perdre dans ce jeu-là, c'est pas ça l'important, mais c'est bien de Parce que t'as pas vivre. vraiment de contrôle sur si tu vas gagner ou tu vas perdre. Non, c'est très random. Il y a beaucoup d'éléments très hasardeux qui fait en sorte que gagner ou perdre, c'est pas de l'ordre de la stratégie, mais plus de la chance. Mais malgré tout, l'exploration de l'histoire et comment ton personnage va évoluer dans l'histoire est tellement bien fait. C'est un jeu avec un livre, là, je sais pas combien il y a de pages. Ah, il est immense, mais c'est 500 pages. immense livre avec plein d'arcs narratifs différents. Donc un jeu à explorer là, 1001 fois, je dirais. Oh, wow! Oui, bien dit, JF. En fait, je rajouterai même pas rien à ça, c'était trop bon. Mon numéro 1, il s'agit du jeu de Quiet Ear. Quiet Ear. De Quiet Ear, on a parlé de ça un petit peu déjà dans certains épisodes. Un jeu de dessin dans lequel on va jouer un village, en fait. Et à chaque tour, le joueur en cours va piger une carte. Cette carte-là va lui présenter une situation du type un nouvel arrivant arrive au village et cette personne-là va devoir déterminer comment est-ce que le village réagit à cet élément-là. Dit de même, bon, c'est un peu bizarre. Le but va être de survivre une année complète avec le village et de voir évoluer son village. Dans ce jeu-là, c'est pas coopératif, mais c'est pas non plus compétitif. Il n'y a pas vraiment de gagnant à la fin. C'est un jeu de rôle, ça? Mais c'est vraiment limite de Quiet Ear. Mais je l'ai trouvé sur BGG. Donc pour moi, c'était suffisant. Juste pour vous dire, Fiasco c'est n'est ça, pas sur fallait BGG. dire. Parce qu'il y a un truc qui s'appelle RPG Geek. Ouais. Et Fiasco n'est pas sur BGG, il est sur RPG Geek. Alors que, tu sais, c'est que dans The Quiet Ear, il y a des mécaniques claires, il y a Ouais. des dés qui vont tracker des choses, il y a vraiment beaucoup de choses et c'est jamais dit l'histoire prédomine sur les règles. Non, non, tu joues le jeu selon les règles. C'est juste qu'il y a énormément de jeux de rôle dedans. Et énormément de se mettre à la place de certaines personnes. Ça peut être joué de façon très humoristique, mais ça peut être aussi des enjeux très sérieux. Tu vas avoir des cartes du type qui te disent un certain groupe d'individus dans le village commence à se faire ségréguer par d'autres personnes. Donc là, tu dois déterminer quel groupe se fait ségréguer, qu'est-ce qu'on va faire sur ça. Tu peux mettre des projets de société en place. Je parle de ça comme si c'était quand même compliqué, mais non, c'est ultra simple, ultra streamliné. Si on veut, tu piges une carte, tu fais qu'est-ce qui est dessus, tu décides comment tu réagis. Superbe jeu, en fait, vraiment C'est unique. un jeu qu'on peut acheter, c'est en boutique ou c'est un print and play, ce jeu-là? J'ai aucune idée si on peut l'acheter en boutique, mais je sais qu'il y a une version print and play gratuite. Ok. Et eux, en fait, comment ils l'ont fait pour que ce soit vraiment un print and play? Tu joues à ça avec un paquet de 52 cartes. Et dans le fond, les cartes de type cœur vont représenter l'été. Ouais. Les cartes d'automne, ça va ok, laisser ok. le trèfle. Donc, tu les mets par paquet, tu les piges et après, tu te réfères au livre PDF qui va te dire, OK, le 5 de trèfle, il arrive telle chose. Et donc, super bien intégré, super simple à jouer. Vraiment, une belle expérience pour les gens qui aiment raconter des histoires, qui aiment inventer des scénarios et tout ça. Je trouve que c'est tout à fait approprié.
Excellent, bon choix. Très cool, ça a l'air très cool. Comme truc. Ouais, j'ai très bien hâte de particulier. rejouer. D'ailleurs, ça fait longtemps que j'ai pas joué, donc j'en parle assez souvent, mais ça fait un Ouais, petit bout que c'est j'ai ça. pas joué. Sur ce, Jeff, je pense que ça fait le tour Yes. des jeux narratifs. Vraiment, merci beaucoup, super intéressant. Encore Merci une à toi, fois. merci à toi. Écoute, c'était le fun de faire ça sur stage, Ah live oui. à Joliette. Sur le stage, merci tout le monde. Yeah! Yes, ok. Sur stage, mais pas devant le public. Non, c'est ça. Il y a un stage, on est sur un stage, mais les gens sont en train de jouer à des jeux, ils nous écoutent pas vraiment. Oh, on a quelqu'un ici à côté qui applaudit. ouais. Donc on avait peut-être un spectateur, on ne savait pas. Ben, merci beaucoup aussi aux 12 heures ludiques, deuxième édition pour la Société canadienne de la sclérose en plaques, de nous avoir invités. C'est aussi les gens de Jeux de Société Québec, donc Cynthia et Steve, qui sont un power couple de l'industrie du jeu, en fait. Vraiment très intéressant de les rencontrer puis qui nous invitent ici. Très gentil de leur part. Super bel événement. Je pense que ça va être un événement qui peut grandir dans le temps puis perdurer parce que de ce que je vois ici, les gens sont très heureux d'être là. Potentiellement grossir parce que, tu sais, quoi, 250, 200 personnes et c'est plein et ça pourrait Il aurait pu avoir grossir, plus de gens, ouais, c'est je sûr. pense que Là, c'est tellement plein, il y a des gens qui jouent dans le lobby, en fait. Mais c'est super cool. Puis en plus, il y a de la bouffe. La bouffe est fournie avec le billet. Il y a un bazar, il y a des enchères. Là, on voit hype là-dessus, mais bon, l'événement, il est passé. Mais vous le saurez pour l'année prochaine. Quand vous allez entendre le 12 heures ludique, rappelez-vous-en, les gens sont ici pour jouer à des jeux comme des fous. Sur ce, JF, Simon, continue à jouer! Balado Ludique remercie son diffuseur jeu.ca. La musique est une gracieuseté de bensound.com.